Il faut dire que déjà la colère était grande dans la population, en particulier les jeunes qui se trouvent au chômage, les jeunes qui ont beaucoup de revendications pour la liberté culturelle, pour le déverrouillage du système politique, mais également et aussi beaucoup de jeunes, y compris des jeunes hommes très formés, des jeunes femmes très formées, sont au chômage. Donc la situation s'est aggravée, la pauvreté s'est aggravée, de sorte qu'entre 50 et 80% de la population iranienne se trouve aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. D'un autre côté, les inégalités entre une minorité qui s'enrichit grâce à leur proximité avec le pouvoir et la majorité écrasante de la population qui s'est appauvrie est de plus en plus grand. Donc il y a déjà un contexte de mécontentement généralisé, au moins depuis décembre 2017. On a vu énormément aussi de jeunes gens issus des classes populaires, des classes moyennes, qui sont descendus dans la rue et qui se sont fait réprimer. À cette époque-là, il y avait une majorité écrasante d'hommes, mais il y avait aussi des femmes, bien sûr, issues des mêmes groupes sociaux qui soutenaient les hommes. Ce qui a changé, c'est que cette fois-ci, la révolte est en fait dirigée par des femmes. Ce sont des revendications des femmes qui sont mises au devant de la scène contestataire. Le slogan principal, aujourd'hui chanté un peu partout, c'est « Femme, vie, liberté ». Ce qui veut dire qu'il y a une conscientisation en cours pour dire qu'on ne faut pas imaginer un Iran démocratique si les femmes n'arrivent pas à avoir leur égalité avec les hommes, d'une part. D'autre part, ce qui a fait déborder le vase de mécontentement, c'est l'assassinat de Mahsa Amini. Tout commence après le décès de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, originaire du Kurdistan. Arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal ajusté, une mèche de cheveux qui dépasse. 3 jours plus tard, la jeune femme décède à l'hôpital dans des circonstances obscures. Et donc, compte tenu de ce contexte de mécontentement généralisé qui existait déjà, l'assassinat de cette jeune femme innocente, belle, parce que ça participe aussi, l'image que nous avons tous et toutes vue, a fait que les femmes sont descendues dans la rue, soutenues d'ailleurs par les hommes, et Mahsa Amini n'était pas d'origine bourgeoise, et elle venait d'une ville de province, donc forcément il y a eu beaucoup de sympathie pour cette jeune femme et pour toutes les femmes iraniennes qui, dans les grandes villes en particulier, se font arrêter par la police des mœurs, se font frapper, malmener, jeter dans la voiture des polices. Et donc, cette violence inouïe qui s'exerce contre les femmes juste parce qu'elles ne respectent pas correctement ce précepte islamique de porter le voile, a mis vraiment le feu aux poudres. Après, ce que ces femmes-là revendiquent, c'est pas être contre le voile. Ce qu'elles revendiquent, c'est avoir la liberté de choix, de porter ou non le voile. Donc, il faut absolument pas essentialiser ni instrumentaliser l'action des jeunes femmes et de femmes iraniennes. D'ailleurs, ça a créé énormément aussi de discussions et de débats au sein même du clergé iranien, en particulier des clercs réformistes, qui pensent que à aucun moment le port du voile n'est rendu obligatoire dans l'islam et que de toute façon on ne peut pas forcer les femmes de se voiler en les frappant, en les violentant. Donc le débat est lancé déjà même au niveau, si vous voulez, des religieux, en tout cas modérés. Les femmes iraniennes avaient commencé à obtenir un certain nombre de droits à partir de 1963, lorsque, sous le Shah d'Iran, ils ont été accordés enfin les droits politiques, les droits pour lesquels beaucoup de générations de femmes, dès le début du XXe siècle, s'étaient battues. Puis finalement, en 1967,
le code civil iranien a commencé à changer, à être réformé pour donner davantage de droits aux femmes. Donc, au moment de la Révolution, on avait en Iran des femmes juges, des femmes qui étaient présidentes du tribunal, par exemple, médecins, professeurs, etc. Les femmes étaient actives dans beaucoup de branches d'activité. Puis, tout de suite après la victoire de la Révolution de 1979, et contrairement aux promesses de l'ayatollah Khomeini, le leader de la Révolution, qui avait dit que les femmes n'allaient pas perdre leurs droits et d'ailleurs allaient en obtenir davantage, c'est-à-dire un religieux qui nous a menti, eh bien là, les régressions importantes ont été imposées aux droits des femmes, aux droits familial. Alors, par exemple, l'âge minimal au mariage légal pour les filles a été ramené de 18 à 9 ans. Et ça, c'est vraiment au lendemain de la Révolution. L'accès des femmes à la magistrature a été interdit. Les femmes ne peuvent pas, par exemple, prétendre à la présidence de ce régime. À la télévision règne le docteur Sadeh Robzadeh. Il oblige les speakerines à paraître voilées et filtre les informations qui pourraient être critiques à l'égard du nouveau régime. Il fallait connaître mieux l'opinion de celui que les féministes désignent un peu comme leur ennemi principal. Tout ça, vraiment, a imposé des régressions importantes aux droits des femmes et accompagné du port obligatoire du voile. Donc, du coup, il y a des milliers de femmes, y compris moi-même, qui sont descendues dans la rue pour protester à la fois contre, non pas le voile, mais le voile obligatoire et également la régression des droits des femmes. À nos côtés, je me rappelle ça très bien, il y avait des femmes qui étaient elles-mêmes voilées, mais qui nous soutenaient en disant il faut absolument que vous puissiez décider de si vous voulez ou non porter le voile. Je ne veux pas que ma fille soit obligée de porter le voile, etc. C'est-à-dire que vous voyez bien que le port obligatoire du voile, en tant que symbole, si vous voulez, idéologique du régime, a été aussi sacralisé par le régime dès le début de la Révolution en tant que respect pour le sang des martyrs. Et donc, du coup, dès le départ, les femmes qui osaient protester contre le port obligatoire du voile ont perdu leur emploi et ont été malmenées, réprimées, sous prétexte qu'elles ne respectaient pas le sang des martyrs et elles seraient contre les fondements du régime islamique. Ce que je veux dire, c'est que c'est le régime islamique qui, en rendant le voile obligatoire, s'est fragilisé du coup aussi, parce que dès que les femmes rejettent le port obligatoire du voile, eh bien, c'est considéré comme un acte politique. Donc, les femmes ont perdu des pans entiers de leurs droits. En revanche, elles sont aujourd'hui beaucoup plus éduquées qu'avant. Avant la Révolution, la majorité écrasante de la population était encore rurale. Aujourd'hui, 75% des Iraniens habitent en milieu urbain. Le taux d'alphabétisation des jeunes 6 à 24 ans avoisine les 100%. Les filles sont majoritaires dans les universités iraniennes, 3 millions de femmes. Sauf qu'après la fin de leurs études, eh bien, l'État islamique les empêche d'accéder à l'emploi. C'est-à-dire que toute la politique est là pour que les femmes restent à la maison. Et donc, c'est ça aussi qui participe à cette colère et à ce mécontentement de la population féminine qui ne se résume pas seulement aux jeunes femmes, mais également aux femmes plus âgées et à la génération aussi des mères de ces mêmes jeunes femmes qu'on voit dans la rue. Mais aujourd'hui, on est face à une révolte des jeunes, voire même des adolescentes, qui représentent une société devenue moderne dans son ensemble, y compris dans ses revendications, y compris dans ses comportements. D'un côté, un régime moyenâgeux avec ses institutions et ses hommes au pouvoir qui, effectivement, veulent imposer leur mainmise sur la société. Ces tensions-là sont de plus en plus grandes et donc il faut effectivement on va voir comment ce régime va réagir. Pour l'instant, la réaction, c'est seulement la répression féroce. Jusqu'à avant-hier, 77 personnes tuées, dont 2 femmes. Mais on va voir si le régime continue à réprimer ou commence à écouter la revendication de la société iranienne. Pour peut-être la première fois depuis les quelques dernières années, on est face à une révolte qui est intergénérationnelle,
il y a de nombreux groupes sociaux qui participent à ces révoltes. Vous avez à la fois les classes populaires, les classes moyennes qui participent dans les villes, dans les petites villes, grandes villes. Donc c'est assez répandu à l'ensemble du pays, avec des revendications pour la liberté, la démocratie, pour une meilleure aussi distribution, bien évidemment, de la richesse nationale et des verrouillages du système politique. C'est-à-dire que les slogans de démocratie, liberté, etc., on les entend partout. Sauf que, ce régime, dans son état actuel en tout cas, ne me semble pas capable de pouvoir organiser ou de vouloir organiser un référendum ou des élections libres ou, par exemple, redistribution plus, égalitaire de la richesse nationale qui est le pétrole, puisqu'ils continuent à vendre leur pétrole. Mais si vous regardez le budget de l'État, la majeure partie de ce budget, de ces revenus pétroliers, sont accordés aux forces de coercition, les gardiens de la Révolution, l'armée, la police. Ensuite, les écoles religieuses, qui sont les appareils de propagande du régime, et très peu aujourd'hui attribués au secteur de santé ou d'éducation. Donc, raison pour laquelle la population s'appauvrit de plus en plus et les mécontentements sont grands, y compris au sein des classes défavorisées qui, auparavant, jusqu'à il y a encore quelques années, étaient aidées ou assistées, si vous voulez, par le régime et qui, en contrepartie, soutenaient le régime, au moins en allant voter pour les candidats conservateurs, etc. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. C'est-à-dire que même les classes populaires dont les jeunes sont au chômage sont protestataires et leurs jeunes sont dans la rue. Donc c'est une situation qui a beaucoup, beaucoup fragilisé le régime islamique d'Iran, à la fois à l'intérieur, mais également les pays de la région dans lesquels le régime islamique a tenté d'imposer aussi sa mainmise, comme en Irak, comme au Liban, comme par exemple en Syrie, etc., sont en train de regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Iran. Un régime qui est si fragilisé et si impopulaire à l'intérieur de son pays, eh bien, comment voulez-vous qu'il puisse s'étendre son hégémonie, je dirais, dans la région. Donc, on constate, par exemple, qu'un certain nombre de femmes irakiennes ont manifesté en soutien aux femmes iraniennes, bien sûr des Afghanes, et ça va s'étendre à d'autres, bien sûr, peuples de la région. Donc, ça fragilise davantage et ça ébranle davantage le régime islamique d'Iran. Parti du Kurdistan iranien, le mouvement de contestation s'est étendu à une cinquantaine de villes iraniennes, traversant la frontière pour gagner le Kurdistan irakien, comme ici à Erbil, la capitale. Le week-end dernier, ces manifestants demandaient justice pour Marsa et la liberté pour les Iraniennes. Dans un premier temps, on constate qu'avec l'arrivée au pouvoir donc de M. Raïssi, le président iranien, en juin 2021, mais également la mainmise des ultra-conservateurs sur l'ensemble des trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, il y a un rapprochement de plus en plus grand entre le régime islamique d'Iran et la Russie et la Chine. Donc, ce qui, bien évidemment, ne renforce pas la démocratie, si vous voulez, au sein du pouvoir, tout le contraire. Mais en même temps, ils sont obligés, si vous voulez, de négocier sur le programme du nucléaire. Ils ont, par exemple, fait des propositions. Ils n'ont pas accepté les propositions de l'Union européenne, ont fait des contre-propositions, etc. Ce qui est une nouveauté, c'est que les négociations, vous le savez, sont arrêtés sur le programme de nucléaire. Il y a des élections de mi-terme aux États-Unis en novembre, donc peut-être qu'ils ne vont pas arriver tout de suite à conclure un accord avec les États-Unis, sauf que ce qu'on constate, c'est que depuis que les mécontentements et les manifestations ont commencé en Iran, eh bien, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé avant-hier avoir reçu de nouvelles propositions de la part des États-Unis
et n'a pas rejeté d'emblée les propositions américaines, ce qui veut dire que, étant donné qu'ils sont très fragilisés à l'intérieur de l'Iran, ils ont besoin que les sanctions américaines contre le pétrole iranien soient levées. Les sanctions états-uniennes sont des sanctions extraterritoriales. Et donc, ils ont besoin de vendre leur pétrole, ils ont besoin quand même de l'argent, davantage de l'argent. Et donc, la situation actuelle, les pressions sociales et politiques très importantes de la société iranienne est susceptible d'emmener ce régime à négocier et à signer l'accord sur le nucléaire. La situation actuelle est très inquiétante, d'autant que le guide de la révolution a aussi ordonné aux forces de répression de continuer leur travail et de réprimer les manifestants dans le sang. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de dire que ces manifestations sont télécommandées par les puissances étrangères, c'est-à-dire occidentales. D'où l'importance des pressions internationales aujourd'hui sur le régime islamique d'Iran, les pressions de l'ONU en particulier, pour qu'il arrête de réprimer les manifestations. En revanche, je suis dans l'ensemble optimiste pour l'avenir de cette société constituée dans sa grande majorité de jeunes qui aspirent à des principes démocratiques, à aujourd'hui de plus en plus à l'égalité aussi entre les hommes et les femmes, entre les minorités ethniques religieuses et la majorité. Et donc, dans l'ensemble, une société qui est devenue moderne face à et contre un régime moyenâgeux et ses institutions moyenâgeuses. Donc, dans l'ensemble, je suis optimiste si justement les puissances internationales, à commencer par les États-Unis, arrêtent aussi d'imposer des sanctions à la société civile iranienne. Je pense que les Iraniens sont en train d'effectuer leur part de responsabilité. Maintenant, il revient à la communauté internationale aussi de prendre sa propre responsabilité afin de soutenir cette société. Et donc, je pense que si l'Iran peut sortir de ce régime islamique, ça aura un impact très important sur l'ensemble de la région. La question est de savoir si certaines puissances ont intérêt à voir une société iranienne de plus en plus laïcisée et démocratique ou non.